J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, ça reste entre nous sur Radio J, la politique comme nulle part ailleurs, les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les réussites, les petits malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques, le tout sans la moindre langue de bois. C'est rare et c'est tous les mercredis 21h sur Radio J. Alors, cette semaine, on va bien sûr parler des conséquences politiques en France de l'horreur terroriste qui s'est abattue en Israël et qui fait encore rage sur le terrain à Gaza et dans le nord du pays, avec l'explosion de la NUPES, l'union de la gauche, qui n'a pas résisté à la dérive des insoumis. On va aussi évoquer l'Union européenne qui se déchire face à la guerre en cours. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, s'est rendue en Israël vendredi dernier et a provoqué une tempête diplomatique entre les pays membres. Puis enfin, on va parler des conséquences politiques du tragique attentat d'Arras, je le rappelle, un professeur sauvagement assassiné vendredi par un djihadiste. Est-ce que la loi immigration dans laquelle le gouvernement était empêtré depuis près d'un an va enfin pouvoir passer au Parlement? Décryptage tout de suite avec nos invités. Alors pour en parler autour de la table, l'élite du journalisme politique, les top guns du décryptage, la crème de la crème, et aujourd'hui c'est la Dream Team. Et tout d'abord l'indispensable Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, orfèvre de l'analyse de l'opinion. Bonsoir Frédéric. Bonsoir David, non je t'ai plus. L'inévitable Michael Bloch, habitué de l'émission ex-JDD, en route vers de nouvelles aventures. Bonsoir Michael. Bonsoir David, bonsoir à tous. Et l'inoubliable Serge Raffi, éditorialiste politique au Point. Bonsoir Serge. Bonsoir David et bonsoir à tous. Je vous rappelle la règle du jeu, vous la connaissez bien sûr, pas de off, pas de langue de bois, vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter, bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, on se posait la question quasiment chaque semaine depuis la rentrée, quand la NUPES, la fameuse union de la gauche réalisée à l'occasion des législatives de 2022, allait-elle exploser? Eh bien, il semble que la messe soit dite, si j'ose dire. Dimanche, c'est le Parti communiste qui, à près de 93%, a adopté une résolution pointant, je cite, l'impasse que représente la NUPES. Il a lancé un appel aux autres partenaires écologistes, socialistes, à s'émanciper de la tutelle de Mélenchon. Et puis, hier soir, c'est le Parti socialiste qui a voté un moratoire sur sa participation à la NUPES. Est-ce que très clairement, c'est la fin des haricots, Serge Raffi, pour cette union de la gauche qui avait été, je le rappelle, montée pour un beau succès électoral, celui des législatives de 2022? Je dirais qu'il était temps que la gauche de gouvernement, si je puis dire, se réveille, prenne conscience que LFI n'est pas un parti ordinaire. Ce n'est pas un parti, c'est une secte, puisqu'il n'y a pas d'instance démocratique. Donc elle est livrée aux mains d'un gourou, et ce gourou fait ce qu'il veut. Il nomme, il voue hégémonie quand quelqu'un ne correspond pas à ses pensées. Ça, c'est la première chose. C'est donc la structure antidémocratique de ce mouvement. Stalinienne, presque. Pratiquement. Bah, on sait d'où vient Jean-Luc Mélenchon. Il vient quand même d'un parti qui s'appelait l'OCI. C'est le lambertisme, et c'était un stalinisme, mais pur et dur, voire paranoïaque. Donc, il faut savoir que son ADN est constitué de cette idéologie politique. Ensuite, la question qui se pose, c'est quel est le projet politique de ce mouvement-là? C'est pas un parti, c'est un mouvement, ou une secte, donc je dis. Son projet politique, c'est uniquement la destruction de la Ve République. La constitution, soi-disant, d'une 6e République, mais quand on regarde les contours de cette 6e République, c'est un immense trou noir. C'est un trou noir. Donc, c'est-à-dire que pour le moment, la seule perspective de ce mouvement, c'est d'organiser le chaos. Et donc, ils ont fait ça pendant des mois et des mois. Et il était temps que le Parti socialiste comprenne qu'ils allaient droit dans le mur, qu'ils allaient même dans le précipice. Alors les socialistes, justement, on va écouter le député PS Jérôme Guedj qui, il y a 2 jours déjà, avant même que le parti vote ce moratoire sur sa participation à la NUPES, ne se voyait plus du tout travailler avec Jean-Luc Mélenchon. C'était au micro de Benjamin Duhamel sur BFM TV. Est-ce que vous pouvez encore travailler avec Jean-Luc Mélenchon? Aujourd'hui, de fait, non. Voilà, je ne vais pas vous dire le contraire. Je constate la difficulté parce que depuis plusieurs mois... C'est lui qui doit quitter la NUPES ou c'est vous qui recréez de fait, d'une certaine manière, quand vous voyez que sur ce sujet-là, mais qui vient en suivi
d'autres sujets moins graves en termes de valeur, et encore sur la question des émeutes, sur la question de la réforme des retraites, où notre stratégie d'opposition a été battue en brèche par la décision unilatérale au dernier moment. Je voudrais terminer ma phrase quand même. C'est compliqué avec vous, Monsieur Ménard. Donc oui, je constate la parole est à peu près répartie. Je constate malheureusement que, vous savez, Jean-Luc Mélenchon, d'une certaine manière, il avait de l'or dans les mains. Voilà, il avait la possibilité de participer à structurer un mouvement alternatif de gauche solide et robuste. Aujourd'hui, on est dans la situation où ce débat, il nous pète à la figure et que plusieurs des partenaires de la NUPES eux-mêmes ont dit que c'était plus possible de continuer ainsi sur des questions de fond et aussi sur des questions d'organisation pour une raison simple, c'est que ça ne gagne pas à la fin. Et moi, j'ai trop peur de l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et des amis de Monsieur Ménard et d'autres. Et donc, moi, je souhaite que la crédibilité de notre alternative, elle soit pas indexée à des positions que je trouve complètement déconnectées de ce dont on a besoin. Voilà. Et donc, le problème de la NUPES, c'est en effet la stratégie et la ligne que Jean-Luc Mélenchon a voulu lui imprimer. Je le regrette. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui la flingue aujourd'hui. Mélenchon qui a flingué la NUPES, donc on rappelle que le Conseil national du PS hier soir a voté ce moratoire sur sa participation aux travaux de cette union de la gauche. C'était écrit, non, Frédéric Dabi? Oui, c'était complètement écrit. D'ailleurs, j'ai souvenir d'une enquête IFOP pour l'humanité dès septembre 2022, dès après, non pas la victoire aux législatives, dire que la NUPES avait gagné le premier tour, comme on dit les Insoumis, était bien sûr une imbécilité non, ils avaient fait un joli électorale. Le score était joli, ils ont limité les dégâts. On imagine aux législatives des candidats, 4 candidats de gauche, LFI, PC, ELV, PS, partout, ça aurait été un nombre de députés extrêmement marginaux, encore pire que les crues de 93 ou de 2017. Mais ce qui est intéressant, dans ce que dit Serge Raffi, dans ce que dit Jérôme Gage, c'est la centralité de la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi, David? Parce que les Français opéraient une sorte d'équation quand on leur parlait de la NUPES. Le terme n'avait peu de sens pour eux, c'était NUPES égale LFI, LFI égale Mélenchon, la NUPES, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est dire s'il porte une responsabilité centrale avec une rupture d'opinion très très forte, un effondrement de sa popularité. Moi, j'avais été frappé par une enquête IFOP-JDD qu'on avait conduit ensemble, qui s'appelait Radioscopie du vote RN, où on considérait que LFI était plus inquiétant, Jean-Luc Mélenchon moins attaché aux valeurs démocratiques que le Rassemblement national et de Marine Le Pen. Il y a Jean-Luc Mélenchon et puis, je cite Manuel Valls, la NUPES n'a plus que jamais été incapable d'enterrer, de dépasser, mais c'était pas le but de Jean-Luc Mélenchon, les deux gauches irréconciliables. Quand on a vu les événements depuis, on va dire, le mois de juin, depuis cet été... Les émeutes, notamment après la mort de Naël, tué par un policier. Systématiquement, on a eu un décalage de plus en plus fort entre le centre de gravité idéologique du peuple de gauche, comme disait François Mitterrand, et le centre de gravité idéologique des élus de LFI. La France insoumise. La police tue, une majorité de gens de gauche disent non, il y a un racisme systémique, ce n'est pas le cas. Est-ce que les émeutes, on doit laisser faire, comme l'a laissé faire Jean-Luc Mélenchon, voire les encourager dans certains cas. L'ensemble des Français et les sympathisants de gauche disaient non. Ça s'est poursuivi de manière plus anecdotique avec l'affaire Médine, et là, bien sûr, avec l'affaire de l'attaque terroriste du Hamas, plus que jamais, LFI a été en porte-à-faux dans une enquête IFOP-Fiducial très récente. On a 89% des Français qui qualifient les crimes du Hamas comme des crimes contre l'humanité, et on avait bien sûr une majorité très forte de sympathisants de gauche. Cette fin de cette coalition électorale, la mort de cet attelage de briques et de brocs, c'est d'abord Jean-Luc Mélenchon, et c'est également une ligne politique qui plaisait de moins en moins au peuple de gauche. Alors, on va revenir sur justement la prise de position par rapport à ce qui s'est passé en Israël et à l'attaque du Hamas. Mais d'abord, je reviens un petit peu en arrière sur le Parti communiste, Michael Bloch. Ce qui est intéressant, c'est que ça a quand même été toujours le plus pro-palestinien des partis de la gauche française, et que là, il a condamné sans réserve aucune les exactions terroristes du Hamas, et c'est désolidarisé précisément des Insoumis sur ce point. Pourquoi, d'après vous ? Je pense qu'on a à la tête du Parti communiste quelqu'un comme Fabien Roussel qui, contrairement à Mélenchon, arrive à modifier sa position en fonction des événements du monde. On voit que Jean-Luc Mélenchon,
même quand les événements du monde lui donnent tort, il continue à dire la même chose et à ne pas changer. Et à rechercher le chaos, comme disait Serge Raffi. À ne pas changer sa position. On l'a vu sur la Russie. Alors, il avait condamné l'attaque russe en février 2022, une fois qu'ils ont envahi l'Ukraine. Mais dès une semaine plus tard, il demandait qu'on n'aide pas l'Ukraine militairement, etc. On le voit sur le Hamas où il continue de refuser de dire que c'est un groupe terroriste, ainsi que beaucoup de gens chez LFI, même s'il y a des... on va peut-être en parler, mais il y a d'autres personnes... Il y a des nuances au sein de la France insoumise. Il y a des nuances au sein de LFI, ceux qui sont comme Corbière, Garrido, Ruffin, d'autres qui ont osé s'opposer au chef, peut-être en perspective de la prochaine présidentielle. Mais voilà, Mélenchon, il a un système. Il a un système de pensée, il a une logique, il dit les choses, il conflictualise, sans nuance et avec son système de pensée. Et même quand les événements du monde vont contre son système de pensée, il continue avec son système de pensée. Et ça, c'est clair et ça restera toujours comme ça. Et si Olivier Faure ne l'avait pas compris jusque-là, il a été très naïf. C'est un Trump gauchiste. En fait, Mélenchon, c'est un Trump gauchiste. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un populisme de gauche qui éructe. Toute cette stratégie, elle ressemble incroyablement à ce que fait Donald Trump, c'est-à-dire il a toujours raison, quoi qu'il arrive. Si on l'attaque, il est persécuté. Il est toujours dans cette logique, donc c'est le nouveau Trump français, simplement gauchiste. D'ailleurs, c'est drôle de voir c'est drôle la réaction de Marine Tondelier récemment, qui dit « enlevez-lui Twitter », ce qu'on disait, ce que des anti-Trump adressait à l'ancien président des États-Unis. Marine Tondelier, on va justement l'écouter, cette déclaration à laquelle vous faites référence. La majorité des parlementaires NUPES à l'Assemblée nationale ont l'essentiel en commun et travaillent en commun. Je ne veux pas non plus qu'on résume la position des parlementaires NUPES à celle de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas la présence des écologistes dans la NUPES ou la présence des socialistes ou des communistes dans la NUPES le problème. C'est un de ces pseudo-leaders qui passe son temps même à provoquer tout le monde en fait par des tweets intempestifs. Je sais pas qui peut lui couper Twitter à un moment, mais ça devient un problème politique grave pour la France. Ça nous ôte toute crédibilité. Et moi, très sincèrement, c'est pas un jeu en fait la politique. C'est pas de la télé-réalité. C'est pas je provoque pour voir qui répond et puis attendre derrière mon téléphone de voir si j'ai touché ma cible ou pas. Ça peut pas être ça. C'est pas sérieux. Et c'est pas comme ça que les écologistes ont envie de travailler. Donc nous, on mène notre travail sérieux avec les autres écologistes. On travaille avec la plupart des gens au sein de la NUPES et ça se passe très bien. Et je pense que nous sommes majoritaires à avoir envie que ça se passe bien, que ça s'appelle NUPES ou pas. Parce que je vais vous dire à un moment, si le but de Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire la NUPES, c'est que à moi et c'est comme ça et tu l'aimes ou tu la quittes ou je sais pas quoi. Enfin, c'est ça un peu le ton. Donc si à un moment il faut que ça s'appelle autrement, voilà, ça restera l'union de la gauche et des écologistes sous un nom ou sous un autre. Peut-être qu'à un moment il faudra en arriver là. Pour l'instant, en tout cas, ça existe, ça travaille ensemble à l'Assemblée nationale, et puis les forces de cette coalition travaillent. Peut-être que ce sur quoi on doit s'interroger, c'est ça veut dire quoi une coalition ? Comment ça marche une coalition ? J'ai l'impression qu'il y a un degré de maturité sur cette notion qui est insuffisant dans notre collectif, et c'est à ça que je souhaite qu'on puisse travailler. Bon, si même Marine Tondelier, qui pouvait quand même apparaître comme assez radicale dans les derniers mois, modère ses propos et quitte le navire, ça veut dire, Serge Raffi, que vraiment la fête est finie pour Jean-Luc Mélenchon, non ? Si on peut le féliciter quelque part, Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même de réussir à nous rendre Marine Tondelier qui, en quelques mois, était plutôt éruptive, un peu agressive, etc. Et là, tout d'un coup, on découvre quand même une patronne des Verts assez apaisée, assez calme, etc. Et ça, c'est toujours mieux pour les coalitions que les éructations. Alors, même au sein des Insoumis, ça râle beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un délicat euphémisme, puisque, pour remettre un peu de contexte, je rappelle que la France Insoumise, juste après l'agression terroriste commise le samedi 7 octobre par le Hamas contre des civils israéliens, il s'était distingué en renvoyant dos à dos l'organisation djihadiste et le gouvernement israélien. Je cite, « L'offensive armée des forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza ». Bon, d'ailleurs, occupation israélienne à Gaza, on ne l'avait pas remarqué jusqu'ici, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. C'est ce qu'ils avaient écrit dès la première phrase de leur communiqué. Et puis, certains insoumis persistent et signent. On va écouter tout de suite la députée de Paris, Danielle Obono. C'était hier au micro de Jean-Jacques Bourdin. Et elle n'a pas hésité à qualifier le Hamas de mouvement de résistance. Moi, j'ai envie de clarification, justement. Est-ce que c'est un mouvement de résistance ? C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance
a pour objectif la libération de la Palestine qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Oui, c'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales. C'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Bon, qu'est-ce qui se passe, Michael Bloch, chez les Insoumis? Là, c'est clairement une dérive antisémite, non? Bon, Daniel Obono, effectivement, c'est un cas un peu particulier. C'est la tendance un peu indigéniste chez les Insoumis, au sens des indigènes de la République. Qui n'a jamais été, c'est un euphémisme, favorable à Israël. Hein. Non, c'est clair et net. Et non, mais après, je reviens à cette idée de système. Ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas dire que le Hamas est un groupe terroriste? C'est pourtant quelque chose qui paraît assez évident. Ils ont provoqué des massacres, un pogrom, on peut le dire. Voilà, on va pas rappeler tout ce qui s'est passé. Le pire massacre de Juifs, disons-le, depuis la Shoah. Exactement. Donc tout le monde l'a bien vu. Il y a eu des preuves, des choses horribles qui ont été montrées. Ça paraît l'évidence même de dire que c'est un groupe terroriste. Alors pourquoi refuser l'évidence? Pourquoi refuser l'évidence? Pour moi, c'est clair. Parce que si ils font un pas en disant que c'est un groupe terroriste, eh ben ça pourrait justifier en partie la riposte israélienne. Et ça, c'est quelque chose qu'ils veulent éviter à tout prix, de dire que la riposte israélienne pourrait avoir la moindre justification. Oui, alors, de ce point de vue-là, l'opinion publique est extrêmement claire et homogène. Pour Sud Radio, la radio où elle a dérapé face à Jean-Jacques Bourdin, on avait fait une enquête la semaine dernière et on avait proposé aux Français la phrase suivante: les crimes qui ont été perpétrés par le Hamas relèvent de crimes contre l'humanité. 89% de oui, et une majorité très forte chez les sympathisants de la France Insoumise et chez Jean-Luc Mélenchon. Daniel Obono, elle est en continuité avec sa rupture, et vous avez raison de citer le parti des indigènes de la République. Daniel Obono a écrit un texte, pardon de le dire, répugnant, quelques jours après l'attentat de Charlie Hebdo pour refuser de se dire Charlie. Elle milite activement pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, condamné à la perpétuité pour le crime de diplomate américain et israélien, si je ne me trompe pas. Elle est en continuité en France dans les années 80. Le terrorisme, c'est pas seulement récent en France, c'est le moins que l'on puisse dire. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, encore une fois, on a une prise de position Mélenchon, Obono, Panot, Soudet, RCIA Soudet. Et rajoutons Manuel Bompard. Manuel Bompard, bien sûr, qui ne fait que répéter ce que dit son maître. On a des prises de position qui sont en décalage très fort avec ce que ressentent les Français, leur espoir. Et même leur électorat. Et leur électorat. Et l'espoir, c'est que si la riposte israélienne est extrêmement dure, si malheureusement beaucoup de civils gazaouis meurent, ça serait une manière de dire, un peu comme des Cassandres, on vous l'avait bien dit, qu'il y avait face à face des crimes de guerre. Serge Raffi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que après moi, ce que j'appelle les pogroms, moi j'ai appelé ça même la Saint-Barthélemy antisémite, ce qu'Israël a vécu récemment, c'est que le problème, c'est que justement ce pogrom-là ne rentre pas du tout dans leur scénario. C'est-à-dire que ce qu'ils essayent de faire entrer dans l'opinion française, même dans l'inconscient français, c'est qu'au fond, la situation en Israël avec la Palestine, c'est exactement la même chose que la situation de l'occupation de la France dans les années 40 par les nazis. Et donc les résistants, dans leur esprit, c'est exactement les mêmes résistants, simplement les résistants de l'époque française. Eh bien, c'était des résistants qui étaient des démocrates, qui étaient des gens qui étaient pour la liberté. On l'a bien vu après avec le CNR, etc., tout ce qui a été fait. Donc c'est ça leur problème. Et le problème, c'est qu'ils sont tellement aveuglés par cette idée-là qu'ils oublient la chose fondamentale. Moi, par exemple, le Hamas, pour moi, ce n'est pas qu'un mouvement terroriste. C'est un mouvement obscurantiste. C'est un mouvement qui veut entraîner le monde dans les ténèbres. Il faut se sortir de l'idée que c'est simplement un gentil mouvement qui va protéger et libérer la Palestine. Ils n'en ont rien à faire du peuple palestinien. Ils sont là, ils sont comme Daesh pour supprimer tous les autres, et pas seulement les Juifs, d'ailleurs, les mécréants, tous les mécréants de la Terre. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de correspondances qui nous sautaient aux yeux de la planète sur la correspondance entre le Hamas et l'État islamique. Alors, il y a le système, il y a l'idéologie, il y a le sectarisme, mais il y a aussi, vous le disiez, la dimension électoraliste, très clairement. Est-ce que les Insoumis se refusent à dire que le Hamas est un mouvement terroriste pour flatter une clientèle électorale, et en l'occurrence, disons-le, les électeurs d'origine musulmane? Je ne peux pas le dire comme ça. En tout cas, on ne peut pas l'exclure. C'est quelque chose, effectivement, qu'on ne peut pas exclure. Pour rappel, on sait qu'il y a beaucoup... en Seine-Saint-Denis, où la population musulmane française est très importante, les Insoumis ont raflé toutes les circonscriptions
en 2022. Après, il joue très clairement cette carte-là, la carte communautariste quand même. Après, c'est une position qu'ils ont toujours plus ou moins tenue, en tout cas qui a toujours été plus ou moins tenue à l'extrême gauche. Donc après, ils sont aussi dans cette logique et cette continuité. Et c'est vrai, ce que disait Serge Rafi, c'est que il y a vraiment il y a deux éléments dans le Hamas. C'est à la fois un groupe qui combat Israël et un groupe qui appelle à la destruction des Juifs, de rejeter les Juifs totalement de toute la terre d'Israël, y compris des frontières qui sont reconnues internationalement. Et il y a ces deux éléments. Et ils pourraient évoquer ces deux éléments. Et ils choisissent à dessein de n'évoquer qu'un seul élément, c'est-à-dire l'élément de combat contre les forces israéliennes. Et ça, c'est terrible. On l'a vu encore hier soir quand les premiers éléments sont tombés sur la frappe, enfin pas la frappe, l'explosion qu'il y a eu dans un hôpital à Gaza. Et ben les premiers à avoir tweeté en attribuant la frappe à Israël, sans même avoir le moindre élément. Alors qu'on avait que on avait des éléments du ministère de la Santé du Hamas à Gaza. C'est les seuls éléments qu'on avait. Pour le ciser. Et sans attendre, ils ont immédiatement attribué le crime à des crimes de guerre de Netanyahou. Alors qu'il semble aujourd'hui que... Alors qu'aujourd'hui, effectivement, il semble, et les preuves pointent et s'accumulent vers ça, que c'est une roquette qui est retombée près de l'hôpital, tirée par le djihad islamique. Alors, au sein des Insoumis, il y a quand même, ça a renaclé, c'est quand même une première. Vous parliez d'une secte, mais jusqu'ici, ça ruait peu dans les brancards, mais depuis quelques mois, ça commence quand même à secouer. Et il y a beaucoup d'Insoumis qui ont été choqués. C'est le cas du député LFI de Paris, Rodrigo Arenas, qui s'est rendu à la manif organisée par le CRIF lundi dernier. Certains autres, François Ruffin, qui dans Le Monde a exprimé son soutien aux victimes, à la société israélienne et qui, je cite, condamne sans réserve les actes du Hamas. Il y a eu aussi Alexis Corbière, Raquel Garrido. Ça chauffe, Frédéric Dabi, au sein de LFI. Oui. Ça veut dire que c'est peut-être le début de la fin pour Mélenchon et la faute politique qui va causer sa perte. En tout cas, on ne pourra pas dire que ce n'est pas un acte lourd, encore plus important que l'acte lourd de 2018, La République c'est moi, qui restait anecdotique et folklorique, et qui n'avait pas empêché Jean-Luc Mélenchon de faire un joli score à la sur fond de crise de la gauche social-démocrate et de la gauche de gouvernement. Là, on n'est pas au début d'un processus, ça fait longtemps. On a eu Jean-Luc Mélenchon façon Staline 9e au 10e congrès qui avait éliminé une garde très proche de lui, comme Alexis Corbière, Raquel Garrido, Éric Coquerel ou Clémentine Autain, pour mettre des jeunes députés qui lui devaient tout. Il y a eu, on a entendu maintenant avec ce conflit, plusieurs protestations. Clémentine Autain qui était sortie du bois, non pas au moment du Hamas, mais au moment où Jean-Luc Mélenchon et Sonia Chikuru avaient traité Fabien Roussel de Jacques Doriot, le tristement célèbre collaborationniste c'était du brutal quand même. Jacques Doriot, il faut rappeler qui c'est sur cette antenne, qui était secrétaire général du PC et qui avait endossé l'uniforme nazi pour combattre sur le front de l'Est. Pour combattre sur le front de l'Est. C'est vrai que là, on voit pour la première fois, alors que systématiquement, je parlais de toute une série d'affaires, le racisme systémique, la police qui tue, Médine, on avait eu des insoumis d'un bloc monolithique. On voit qu'il y a des fissures, les choses se lézardent. Rodrigo Arenas, député du 13e, vous en parliez. Et puis, Alexis Corbière, qui a retweeté François Ruffin, qui a retweeté une de l'Humanité de ce matin, qui titre, je crois, « Le Hamas n'est pas l'ami du peuple palestinien, ou plutôt est l'ennemi du peuple palestinien ». On voit très bien à quel point les choses, la crise de la NUPES pourrait déboucher sur une crise spécifiquement LFI avec la remise en cause de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que, pour finir, Serge Rafi, Jean-Luc Mélenchon est-il devenu antisémite ? Je ne peux pas me permettre de me positionner par rapport à ça, mais objectivement, il est sur une ligne, effectivement, où il est antisioniste, il donne cette impression-là. Je ne peux pas dire qu'il soit antisémite. Il y avait quand même eu des déclarations, souvenez-vous, sur les oukases communautaristes du CRIF, je cite, par rapport à Corbyn. Bien sûr, mais ça rentre toujours dans son positionnement politique, électoraliste, etc. C'est-à-dire qu'il flatte une base électorale. Alors, est-ce que pour autant il l'est lui-même ? C'est difficile de le dire, mais par contre, qu'il puisse utiliser des propos qui peuvent être considérés comme tels, oui, mais lui-même, je ne sais pas s'il l'est. Eh bien, merci à tous les trois pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants, on se retrouve très vite pour la suite des opérations et de la délicate recherche d'un consensus européen sur le conflit en cours au Proche-Orient. À tout de suite. Ça reste entre nous. Radio J.
entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J. Deuxième sujet de notre débat, Frédéric Dabi, Serge Raffi, Michael Bloch. On se penche maintenant sur l'Europe qui se déchire à propos de la guerre qui fait rage entre Israël et le Hamas. Alors le contexte, c'est la visite d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne en Israël vendredi dernier. Elle y a rencontré le Premier ministre, Benjamin Netanyahou. Elle a exprimé sa condamnation ferme des atrocités commises par le Hamas, je cite, mais plusieurs pays membres, l'Espagne, l'Irlande, la Belgique et même la France, ont pris leur distance par rapport à ces propos en déplorant qu'elle n'ait pas eu un message dans le même temps pour les populations civiles à Gaza. Et le président du Conseil européen, Charles Michel, furieux, a tweeté samedi « Je convoque un Conseil européen extraordinaire pour définir une position commune et une ligne d'action claire et unifiée ». Qu'est-ce qui se passe à Bruxelles, Michael? Pourquoi est-ce que ça tangue comme ça entre les pays membres sur la situation en Israël? Je crois que Ursula von der Leyen a une position qui n'était pas une position coordonnée avec les 27. C'était sa position. C'était sa position et effectivement elle a pas assez évoqué le droit humanitaire et la possibilité d'un couloir humanitaire pour les Palestiniens. Et effectivement, les 27 ou Charles Michel n'ont pas du tout aimé ça. Et ça vient après le couac aussi sur l'aide apportée aux Palestiniens. La semaine précédente, que les subventions, que la Commission voulait suspendre, mais où les États membres, un certain nombre d'États membres n'étaient pas d'accord. Mais c'est sûr que les autres pays européens, ils veulent faire attention à ce qui se passe, notamment, je pense, pour deux raisons particulières, et avoir une parole qui reste assez mesurée, parce que il y a un risque assez net, et l'Égypte l'a dit de manière assez claire, aux diplomates européens. C'est par rapport, la question c'est que va-t-il se passer pour le million de personnes à Gaza qui ont été déplacées, renvoyées vers le sud de l'archipel. Est-ce qu'un État arabe peut l'accueillir? Et l'Égypte refuse totalement d'accueillir les Palestiniens. La Jordanie aussi refuse de son côté d'accueillir les Palestiniens, et l'Égypte a même dit, c'est ce qu'on a pu lire dans le Financial Times, que si la décision était prise d'envoyer des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de Palestiniens en Égypte, il allait les renvoyer en Europe. Et qu'il y aurait une nouvelle crise de réfugiés en Europe. Et ça veut dire que Sisi rejoue un peu le coup d'Erdogan en 2015 avec les réfugiés en Syrie. Exactement. Et c'est un sujet central. Et donc le deuxième point aussi, c'est que de leur côté, de nombreux pays européens craignent que si la position de l'Union européenne ou de l'Europe ne soit pas assez équilibrée, ça leur soit reproché par le monde arabe, par les pays du Sud ou par une partie de leur population dans leur pays. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que les manifestations de soutien aux Palestiniens auxquelles on a assisté dans de nombreux pays de l'Union, Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas, Espagne et autres ces derniers jours, expliquent les prises de position de ces pays par rapport à la déclaration d'Ursula von der Leyen? Bien sûr, il y a la peur de l'embrasement dans certains pays européens, c'est évident, etc. C'est pour ça que des mesures, par exemple en France, sur les manifestations ont été prises très très vite, d'une manière assez drastique d'ailleurs. Assez ferme. Mais pour revenir à l'Europe, le problème fondamental de l'Europe, c'est évidemment comment se mettre d'accord à 27, déjà, sur toutes les questions. On a bien vu que souvent, on n'y arrive pas. On y est arrivé sur la pandémie et sur le Covid. C'est vrai. Là, l'Europe a fait preuve d'unité, d'une rapidité d'intervention très forte. Or, je pense que ce que nous vivons en ce moment est à peu près de la même gravité. Alors, c'est vrai qu'on avait peur, le Covid, c'était quasiment la fin de l'humanité, hein. Il ne faut pas oublier ça. Mais là, il y a quelque chose qui c'est pas du même niveau, mais il y a symboliquement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'Europe doit vraiment maintenant se réunir d'extrême urgence pour régler non seulement sa position, mais aussi régler tous les problèmes qui sont connexes. Vous avez évoqué la position d'Al-Sisi sur la menace d'une nouvelle vague d'immigration à la Erdogan. Eh bien ça, il faut que l'Europe soit très dure sur ces questions. Je pense qu'on va l'évoquer dans quelques moments. Mais l'Europe, il faut qu'elle aille très très vite. Or, c'est un gros éléphant, l'Europe. C'est une grosse machine lourde, et elle est incapable de s'entendre depuis des années sur un certain nombre de sujets. Vous citiez la pandémie, c'est vraiment un des très rares sujets. Et il y a un des sujets qui a toujours été un des plus explosifs depuis la crise de 2015, c'est l'immigration. Est-ce que vous pensez, Frédéric Dabi, qu'on peut trouver un consensus assez rapide sur la question de la guerre en cours au Proche-Orient? Le consensus, je ne crois pas très content, mais il ne faut pas oublier que le regard sur l'Europe en France et dans les autres pays a fondamentalement changé.
l'euroscepticisme, on dit très rapidement qu'il est majoritaire en France, mais les partis eurosceptiques n'ont plus le vent en poupe. Quand on testait il y a quelques années le souhait de Frexit, départ de la France de l'Union européenne, on était à 40-45% de oui, on est à peine à 10-15%. Pour reprendre cette phrase de François Hollande de la campagne présidentielle de 2012, les Français ont de plus en plus conscience que l'Europe n'est pas le problème, mais la solution sur la question du climat, sur la question du Covid, vous avez raison de le dire Serge, sur la question de l'Ukraine, on a vu une certaine efficacité européenne. Et qu'est-ce que les Français veulent de leurs dirigeants politiques, qu'ils soient français ou européens? C'est qu'ils changent la vie, qui se transforme le quotidien. Maintenant, c'est vrai aussi que le consensus est difficile parce que vous avez raison de parler du poids des opinions publiques. Dans une enquête IFOP fiduciale de la semaine dernière, on voit que 3/4 des Français ont le sentiment ou croient que ce qui se passe au Proche-Orient aura des répercussions concrètes sur la société française. L'époque où l'international était un horizon lointain et intéressait que quelques populations, les personnes âgées, les cadres sup, les personnes diplômées, c'est fini. Là, il y a une vraie perméabilité. On sait très bien, il y a même, oui, il y a la fin d'étanchéité, de perméabilité, et l'idée que ce qui se passe au Proche-Orient aura concrètement une traduction pour les Françaises et les Français, avec, je le dis sur Radio J, une prise de conscience assez dramatique. Dans une enquête JDD de la semaine dernière, on voit que presque un Français sur 2 a le sentiment qu'aujourd'hui, les Juifs de confession ou de culture juive sont plus en danger que les autres Français. Ce n'était que 18% après les attentats de novembre dans une enquête pour l'UEJF de février 2016. Juste un mot, vous publiez ce matin, l'IFOP publie ce matin dans le Figaro une enquête sur les élections européennes. Tout à fait. Comment vous évaluez, vous analysez l'impact des événements du Proche-Orient sur la dimension électorale et les intentions de vote de juin prochain? Je rappelle que les élections se dérouleront en juin. Tout à fait, le 9 juin, David, vous avez raison, c'est clair, c'est très clair. Le Rassemblement national, les intentions de vote, alors bien sûr, prudence à 8 mois du vote, mais en faveur les intentions de vote en faveur de Jordan Bardella et du RN passent en 3 semaines et demie, en 1 mois, de 25 à 28%. Et dans toutes les enquêtes, c'est Marine Le Pen qui est apparue la plus claire sur la lutte contre l'antisémitisme. C'est le RN qui est apparu comme ayant suscité le plus de satisfaction dans ses prises de position. LFI, bien sûr, et Mélenchon en dernière position chez les Français. Clairement, il y a un effet sécurité, immigration, crainte et montée des périls internationaux qui profitent au Rassemblement national. 28%, David, c'est un score jamais vu pour le RN-FN aux élections européennes. En 2014, quand il arrivait en tête, il a eu 25%. En 2019, 23,5 au 24. Et quel effet pour Renaissance, le parti macroniste? Une certaine stabilité. Il ne pâtit pas d'un vote sanction parce que les pro-européens aujourd'hui ne peuvent que voter pour PS Place Publique ou pour Renaissance, mais l'écart RN Renaissance passe de 4 à 8 points. L'écart se creuse. Michael Bloch? Non, je vais juste rebondir sur quelque chose qu'a dit Frédéric Dabi sur les Français de confession juive et sur cette enquête. Je fais une petite digression, mais je veux le dire ici un peu avec gravité, mais aujourd'hui, les Juifs français ont peur. Les Juifs français ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école. Vendredi, quand il y a eu l'appel du Hamas qui a une journée mondiale de djihad, eh bien, il y a un certain nombre de gens qui ont eu peur d'envoyer leurs enfants à l'école ou n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école. Les Juifs français aujourd'hui ont peur de commander sur des plateformes de livraison, ont peur de prendre des taxis sur des plateformes de taxis de type Uber ou Bolt. Il y a une vraie peur. Il faut en prendre conscience. Il y a la communauté juive de France aujourd'hui vit dans la terreur. Oui. En tout cas, psychologiquement, ils ont très peur. Aujourd'hui, les Juifs français sont traumatisés. Avec un certain nombre d'actes antisémites qui ont été recensés, avec un certain nombre de procédures judiciaires qui ont été diligentées, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a fait preuve d'une extrême fermeté sur ce sujet. Exactement. Et il faut le dire, il y a eu en une semaine 200 actes antisémites environ. En un an, l'année dernière, il y en a eu 400. Donc en une semaine, il y a eu autant d'actes antisémites qu'en 6 mois. D'accord. Il y a des rumeurs, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui circulent sur les réseaux sociaux, de choses qui seraient arrivées, on ne sait pas encore si c'est acté ou pas. Je ne vais pas les relayer ici, ça ne vaut pas le coup, mais le ministre de l'Intérieur a un rôle extrêmement important pour dire les choses, rassurer la communauté juive et surtout agir en mettant des policiers devant les écoles, etc. Même si on sait que ça va pas, ça ne peut pas arrêter tous les terroristes. Mais voilà, c'est quelque chose, on peut revenir à 2015, une des choses que François Hollande, Emmanuel Valls, quand ils étaient président de la République et Premier ministre, ont fait
et qui est quelque chose qui faut reconnaître a été une très bonne chose, c'est qu'ils ont mis tout de suite des soldats avec l'opération Sentinelle devant les synagogues, devant les écoles, et ont aidé peut-être à rassurer un peu la population, et ils ont fait ça pendant des mois et des mois. C'est quelque chose aujourd'hui peut-être qu'il faut faire, et le faire pendant plusieurs mois, pas plusieurs jours. En tout cas, tant que le conflit dure, et le conflit risque de durer. Le conflit risque de durer puisqu'on attend toujours que l'armée israélienne entre dans Gaza. Serge Raffi. Oui, il faut que les Français soient conscients que non seulement il faut protéger la communauté juive française, mais parce que c'est pas seulement elle qui est en danger aujourd'hui. La réalité de ce qu'on vit, les Français ont souvent une mémoire de poisson rouge. Ils oublient que tout un tas d'attentats ont été menés, pas seulement contre la communauté juive, mais contre la jeunesse française, contre un curé, contre des jeunes filles. On l'a vu à Arras vendredi, contre un enseignant, un prof de français. Les professeurs, etc. Donc la logique de cet islamisme fanatique, c'est bien la destruction du savoir. Il ne faut pas se tromper de cible. Et moi qui ne suis pas juif, je peux dire que la Torah, l'histoire du judaïsme, c'est au contraire de défendre le judaïsme parce que c'est la base du savoir de l'histoire des religions. Il ne faut jamais oublier ça. Or, les gens ont tendance à oublier ça. Même Mahomet, il s'est basé sur la Torah, sur la culture juive, pour créer une religion nouvelle, comme les catholiques l'ont fait aussi, etc. Il faut revenir à la base pour que les gens comprennent que c'est très important. Il faut savoir aussi une autre chose, et je voudrais inciter les auditeurs à lire un petit livre que vous avez certainement lu de Didier Lesky qui s'appelle Le Grand Dérangement. C'est un tout petit bouquin dans la collection Tract de Gallimard qui raconte justement comment aujourd'hui, à cause des nouvelles technologies, de la vitesse, etc., les communautés immigrées qui arrivent en France ne s'intègrent pas, non pas parce que le modèle français n'est pas bon, mais c'est parce qu'ils vivent comme dans une autre planète, parce qu'ils voyagent beaucoup, ils n'ont pas de lien vraiment avec le pays. Donc tout ce travail-là, il va falloir tout remettre à plat, réfléchir, et dire les choses en face, ne pas avoir peur surtout. Et donc moi je peux dire à la communauté juive, il ne faut pas avoir peur, il faut se battre. Une phrase de Paul Nizan, la fuite ne sert à rien, si je me bats, la peur s'évanouit. Frédéric Dabi, comment vous jugez, vous, le niveau d'angoisse, de terreur, à la fois dans la communauté juive, mais aussi dans l'opinion publique française en général, aujourd'hui, après les événements de Gaza, d'Israël, mais aussi après l'attentat d'Arras, mais aussi après le meurtre de 2 Suédois à Bruxelles par un djihadiste tunisien. C'était lundi soir, en marge d'un match de football. Clairement, l'inquiétude dans l'opinion publique hexagonale a fortement remonté. Des données de la semaine dernière, on a un niveau d'inquiétude, par exemple, face à la montée d'antisémitisme qui atteint 85%. 80% sont inquiets de ce qui se passe en Israël et dans la bande de Gaza. C'est des scores équivalents à ce qu'on avait mesuré en février 2022, vous en parliez, Michael, après l'agression russe en Ukraine. La prise de conscience, l'équation que font les Français, ce qui arrive aux Juifs peut peut-être nous arriver, est pleinement... C'est la fameuse, vous citiez Nizan, on peut aussi citer Frantz Fanon. Voilà. Quand on parle des Juifs dans l'oreille, c'est de toi qu'on parle. C'est de toi qu'on parle. Et ouais, tout à fait. Et donc, il y a une inquiétude forte. Et c'est vrai que les événements sont assez différents les uns des autres, mais ça crée une angoisse. N'oublions pas que la thématique insécuritaire, dans une enquête faite fin août, était juste derrière la santé et le pouvoir d'achat, avec l'idée que les victimes de l'insécurité sont souvent des personnes dépositaires de l'autorité de l'État ou d'un savoir symbolique, les enseignants, les policiers, un maire, etc. Et bien sûr, cette question du terrorisme pose la question de l'autorité de l'État qu'on va aborder dans une 3e partie. Merci pour ces explications fort instructives. On se retrouve très vite pour évoquer les suites politiques des attentats d'Arras, de Bruxelles et de la situation à Gaza qui relance peut-être une loi immigration jusqu'ici totalement encalminée. À tout de suite. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous, Frédéric Dabi, Serge Raffi, Michael Bloch, 3e et dernier sujet de notre débat. On va revenir sur le tragique assassinat vendredi à Arras de Dominique Bernard, professeur de français poignardé dans son lycée par un jeune djihadiste, 3 ans, presque jour pour jour, après la décapitation de Samuel Paty, professeur d'histoire, lui aussi assassiné par un terroriste islamiste d'origine caucasienne. D'abord, un panorama général. Comment analyser l'impact sur notre vie politique et sur l'opinion de ce nouvel attentat visant un symbole de la République, l'école et ses enseignants? On a parlé tout à l'heure, bien sûr, avec Frédéric Dabi, de la guerre à Gaza, mais sur cette attaque sur le sol français, vous avez expliqué récemment, je crois que c'était dans le Figaro, que la grille de lecture de l'opinion, c'est celle d'une impuissance de l'État, Frédéric. Oui, très clairement. Et cette affaire, ce drame qui a coûté la vie à Dominique Bernard, cette attaque terroriste, il faut citer des choses réactives,
chez les Français et dans la communauté enseignante le traumatisme Samuel Paty. Moi, je suis frappé dans toutes les enquêtes qualitatives que je réalise où on fait parler les Français spontanément sur les événements qui les ont marqués les dernières années. Novembre 2015 sort, bien sûr. Charlie, malheureusement, un peu moins. Et Samuel Paty de manière extrêmement forte. Et en troisième position. Oui, enfin, ça dépend, c'est du qualité, mais c'est vraiment une vraie rupture de ce point de vue-là. Et j'avais été frappé par les résultats d'une enquête faite pour le CNAL, le Comité national d'action laïque en juin dernier, enfin c'était diffusé en juin dernier, où, je dis le chiffre, 42% des enseignants interrogés par l'IFOP considéraient que l'assassinat de Samuel Paty avait influencé la manière dont ils enseignaient, et ce 42, David, devenait 56% pour les enseignants des EP, les REP, les réseaux d'éducation prioritaires. Donc, l'affaire Dominique Bernard réactive ça, et le drame, c'est que Samuel Paty a été tué pour ce qu'il a fait, ce qu'il a bien fait, mais ce que le terroriste avait vu comme un véritable blasphème. Pour son travail. Pour son travail. Dominique Bernard a été tué pour ce qu'il était, puisqu'on a entendu l'assaillant dire « je cherche où je peux trouver un professeur d'histoire ». Comme pour les juifs, comme pour les policiers, les enseignants peuvent devenir une cible. Donc, vous imaginez la crainte des Français qui surinvestissent la question de l'école. Tout le monde a des enfants, des neveux, des nièces. Enfin, c'est vraiment l'école, c'est l'affaire de tous les Français et puis de la communauté enseignante. Alors, dans le champ politique, plus précisément, comment le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va-t-il sortir de cette séquence, comme on dit? Il est attaqué de toutes parts et de tous côtés. Le RN le juge défaillant. Jordan Bardella, le patron du parti d'extrême droite, exige sa démission immédiate. Et puis de l'autre côté, la France insoumise, toujours dans les bons coups, l'accuse d'être liberticide puisqu'il a interdit des manifestations pro-palestiniennes en France. Compliqué, non, Serge Raffi, pour le premier flic de l'Hexagone. On a beau vouloir aller très vite, la France, c'est un état de droit. Et un état de droit, on ne peut pas le secouer comme un cocotier, c'est pas possible. Il faut passer par un certain nombre de fourches codines, législatives, etc. On sait très bien qu'il y aura un rendez-vous déjà au Sénat, ensuite à l'Assemblée nationale début décembre, etc. Tout ça va prendre du temps, on ne peut pas tout faire par décret. Et là, effectivement, il faut aller très très vite. La grande question, c'est comment aller le plus vite possible pour protéger les Français et pas seulement les rassurer, les protéger, car la menace est sérieuse pour nous tous. Est-ce que c'est la loi immigration de Gérald Darmanin qui est bloquée, on le chronique très souvent sur ce plateau depuis un an, qui peut être la solution et qui permettrait, comme vous dites, d'aller vite? Écoutez, dans le détail, on verra bien, mais il est évident qu'il faut maintenant arrêter de tourner autour du pot. Il y a un certain nombre de mesures qu'il faut prendre très vite, évidemment. Je crois que c'est Xavier Bertrand qui a parlé aussi du problème des centres de rétention. Oui. Quand vous savez que, par exemple, les centres de rétention qui existent, on parlait des ONG, etc., ils sont souvent contrôlés par des associations qui ne veulent pas que l'État mette le nez dans les centres de rétention. Moi, quand j'ai entendu cette information, je me pinçais pour savoir si c'était vrai ou pas. Et effectivement, ce problème-là, par exemple, quand des gens doivent être expulsés, si on ne peut pas les expulser, Xavier Bertrand propose quelque chose d'assez simple, il faut plus de centres de rétention pour que, effectivement, ces gens-là ne puissent pas mettre en cause l'ordre public et surtout mettre en danger la vie des Français. Alors, on va écouter le ministre de l'Intérieur, justement, Gérald Darmanin. C'était lundi à l'issue d'une réunion à l'Élysée. Et il évoquait les raisons pour lesquelles le terroriste d'Arras, qui était d'origine ingouche et dont la famille, justement, aurait dû être expulsée, ne l'avait pas été suite à la protestation d'associations de défense des droits de l'homme. Il explique les raisons pour lesquelles ce terroriste n'avait pas pu être expulsé et pourquoi son projet de loi, au contraire, s'il avait été adopté et voté, aurait pu le permettre. Ce que prévoit le projet de loi, c'est de lever toutes les protections qui sont celles aujourd'hui d'ordre public pour toute personne, donc y compris pour les violences intrafamiliales, accusée, pas condamnée, qui nous aurait permis évidemment d'expulser cette personne. Après, il y avait évidemment la question du laissez-passer consulaire de la Russie, et il y avait évidemment une décision qui était susceptible de recours devant le juge, qui aurait pu infirmer la décision du ministère de l'Intérieur. Donc je veux redire que le projet de loi, notamment les articles autour de l'article 10 jusqu'à l'article 13, nous permettrait, c'est pour ça qu'il faut adopter cette loi désormais très vite, de pouvoir expulser du territoire national des personnes qui pourtant, jusqu'à présent, sont protégées par ce qu'on appelle des réserves d'ordre public. Est-ce que cela veut dire, par ailleurs, que le projet de loi se suffit et qu'il n'y a pas des mesures plus fortes encore à imaginer
dans la lutte contre la délinquance étrangère et singulièrement contre le terrorisme venant de gens qui ne sont pas nationaux? La réponse, bien évidemment, est non. On doit toujours pouvoir continuer à travailler plus fortement, avec beaucoup plus de fermeté encore contre les ennemis de la République au sens très large du terme. Et donc je veux dire que le président de la République m'a demandé de travailler de mesures complémentaires, donc des amendements que porterait le gouvernement, puisque le texte arrive le 6 novembre au Sénat, pour pouvoir tirer des conclusions extrêmement claires, notamment lorsque quelqu'un adhère à une idéologie radicale, qui nous permettrait sans doute d'expulser encore davantage de personnes, premièrement, et deuxièmement, on veut dire avec tous les partenaires du Sénat, singulièrement la majorité sénatoriale, que, comme je l'ai toujours dit, nous sommes extrêmement ouverts à des propositions de leur part qui rendraient encore plus ferme le texte pour lutter contre soit les délinquants étrangers, soit les gens qui sont suivis par les services de renseignement avec une dangerosité particulière et qui seraient étrangers. Alors, nous sommes extrêmement ouverts à des propositions qui rendraient le texte encore plus ferme. Le projet de loi, nous rappelle le ministre, arrive le 6 novembre au Sénat où la droite est majoritaire. Est-ce qu'il va enfin être entendu, Darmanin, par la droite sénatoriale qui jusqu'ici a bloqué, précisément en expliquant que le texte n'était pas assez ferme, voire complètement laxiste? Alors, il a une stratégie, Gérald Darmanin, c'est contourner LR par Marseille, si je puis dire. C'est-à-dire par Hervé Marseille, qui est le président du groupe centriste au Sénat. Il y a 57 sénateurs, c'est un gros groupe. Il y a 57 sénateurs, donc effectivement qui a un gros groupe, et il veut l'utiliser un peu pour diviser LR, et c'est vrai que Hervé Marseille a l'air plus allant que chez LR, même si chez LR au Sénat, ils ont adopté en commission le projet de loi il y a quelques mois. Un projet de loi très très durci. Très durci, mais ils l'ont adopté quand même. Donc voilà, c'est effectivement la stratégie qui est claire et nette, comme il compte contourner un peu LR à l'Assemblée en passant par Lyot. Donc il y a Lyot, le petit texte, le petit groupe, liberté, territoire, outre-mer. Mais bon, c'est voilà, est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. Ça fait effectivement plusieurs mois que ce texte est en discussion, mis à l'agenda, retiré à l'agenda, mis à l'agenda, retiré à l'agenda. Donc est-ce que au final sa stratégie va marcher? On ne sait pas. Mais en tout cas pour lui, c'est un enjeu politique très important pour montrer que l'État n'est pas impuissant, comme l'a dit Frédéric Dabi, c'est effectivement une préoccupation des Français, et pour montrer que dans l'optique de 2027, puisque Gérald Darmanin a toujours un peu ça en tête, que politiquement, il est capable de faire des accords avec LR, ou en tout cas avec le centre droit, pour faire avancer les choses, et que Borne, qui a mis énormément de responsabilités politiques sur lui, en disant qu'il pousse énormément pour que ce texte soit adopté, maintenant, qui réussisse à faire adopter ce texte. Donc c'est un enjeu extrêmement important pour Gérald Darmanin, à la fois politiquement et à la fois sur le plan de choses concrètes à montrer aux Français. Pour démontrer justement que l'État n'est pas impuissant. Serge Raffi, vous expliquiez tout à l'heure qu'on ne peut pas faire fi de l'État de droit, mais la droite justement qui explique que ce texte est trop laxiste, elle veut modifier notre constitution par référendum en décidant chaque année par exemple qui on va accueillir avec des quotas votés par le Parlement et instaurer un asile non plus sur le territoire mais à la frontière. On sait que la Constitution n'ouvre pas cette perspective-là. Pour l'instant. On est dans un jeu de dupes. Oui. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Mickaël. Et en même temps, je ne crois pas que Gérald Darmanin soit le principal mis en danger, si je puis dire, dans cette affaire. Alors qui ? Pour moi, c'est LR. C'est évident qu'ils sont dans une situation infernale. Parce que la situation est tellement grave, tellement importante pour les Français. S'ils ne jouent pas le jeu de cette loi, ils vont se retrouver en porte-à-faux, toujours la même chose, avec le RN. Et qui va bénéficier? S'ils ne votent pas cette loi, les Français vont leur dire « Bah alors, vous n'avez pas le courage de voter cette loi, qu'est-ce que vous allez faire encore? Vous reculez tout le temps pour des petites raisons électoralistes, etc. Vous êtes un parti de gouvernement, prouvez-le, vous êtes un parti de gouvernement. » Pour vous, c'est la droite qui est coincée entre la Macronie et le RN. Et je pense que s'ils font ça, Jordan Bardella ne sera pas 28% comme l'a expliqué Frédéric tout à l'heure, mais sera à 30-32%. C'est terrible. Non, mais Frédéric Dabi. Je partage ce que Serge Raffi vient de dire. Qu'est-ce que l'on vit depuis 2022? On vit une guerre des trois blocs. Le bloc RN, très solide. Le bloc NUPES, en déliquescence, qu'on va maintenant appeler le bloc de gauche, où coexiste une gauche radicale. Ou futur ex-bloc de gauche, comme on l'a vu tout à l'heure, puisqu'il se délite de plus en plus. Et un bloc central. Où se trouve LR? À un moment, LR ne peut pas ne pas intégrer d'une manière ou d'une autre le bloc central, notamment en votant cette loi. C'est vrai qu'un parti de gouvernement, dans un moment si tendu en termes d'attente,
que l'État soit maître chez lui en termes de vote de la loi. N'oublions pas, vous avez raison, hein, cette loi, c'est l'Arlésienne. Ça fait 14 mois qu'on en parle, elle a été reportée 5-6 fois. Les saucissonnée, ressaucissonnée, parce que je rappelle qu'il y a la dimension sécuritaire et qui vise à améliorer les OQTF, les fameuses obligations de quitter le territoire français, qui sont empêtrées pour des raisons juridiques, mais il y a aussi un volet économique avec des permis de travail pour les métiers en tension. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, Aïd, par rapport à votre remarque. L'opinion publique est devenue plus dure sur la question migratoire, plus ferme, mais elle est aussi, en même temps, elle est aussi presque rocardienne. Dans une enquête faite en septembre dernier, on a 2/3 des Français qui sont favorables à la régularisation de sans-papiers pour certains métiers en tension. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Il y a des besoins en France sur le plan économique et il y a des besoins on a une opinion qui n'est pas si radicale que cela, mais très clairement, après le Proche-Orient, après Dominique Bernard, après toutes ces tensions, elle attend que le gouvernement bouge. L'inaction constitue une grille de regard des Français sur l'action du gouvernement en matière d'insécurité, même s'il faut le dire, Gérald Darmanin y échappe dans l'enquête JDD. Il y a une majorité de Français, par exemple, qui lui font confiance pour lutter contre l'antisémitisme. Donc si je vous suis, Frédéric Dabi, ça veut dire que le choc créé par l'attentat de vendredi et la mort tragique de Dominique Bernard pourrait permettre au ministre de redonner une dynamique à sa loi qui était très mal partie? Sans doute. Et maintenant, comme vous le dites, Serge, cette loi ne peut pas ne pas être votée, même si, imaginez, la loi n'est pas votée, 49.3, motion de censure qui l'emporte, dissolution, on est sur de la science-fiction. Je n'y crois pas, mais... Ça serait catastrophique. Mais voilà, pour l'état de tension des Français, ça serait un décalage terrible avec la gravité du moment. Alors, on parle de Gérald Darmanin, mais il y a quand même un patron au-dessus de lui, qui s'appelle Emmanuel Macron. On sait que le régalien, ça a souvent été considéré comme la faille dans sa cuirasse. Est-ce que vous considérez, Michael Bloch, qu'aujourd'hui, il pâtit des événements? Il a eu des mots très durs. Le Figaro même évoquait un vocable pasquoyen. Souvenez-vous, Charles Pasqua qui voulait terroriser les terroristes. Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui pâtit de cette situation au premier chef? Oui, parce que dans la 5e République, tout remonte au chef. Et le chef, c'est lui. C'est le chef encore pendant 4 ans. Donc, effectivement, il a besoin aussi de montrer qu'il fait quelque chose et qu'il arrive à protéger les Français. Effectivement, les Français, on le voit dans les enquêtes, ne lui font pas confiance sur ce sujet. Ils lui ont fait confiance sur le Covid, sur le fait peut-être de gérer l'économie, etc. Mais sur le régalien, non, ils lui font pas confiance. Et c'est vrai que c'est un peu pour ça que LR rechigne à voter la loi, parce qu'ils se disent que c'est pas le moment de lui donner un petit coup de pouce. Voilà, c'est ça, qu'il y a un écueil et que c'est exactement, c'est pas le moment de lui donner un petit coup de pouce et qu'ils peuvent en bénéficier politiquement. Mais honnêtement, quand on voit ça et effectivement quand on voit tous les événements du monde et les événements terroristes, c'est triste qu'on en soit à de la petite politicaillerie, je dirais. C'est vrai, mais Emmanuel Macron, souvenez-vous, il y a 3 ans, jour pour jour, lors de l'assassinat de Samuel Paty, avait eu des mots extrêmement fermes. Et aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui a été véritablement fait sur ce terrain, Serge Raffi? Ça rejoint le débat qu'on a eu sur la loi immigration. Tant qu'on passera pas à l'acte, on sera toujours dans cette espèce d'incantation très sympathique de défense de la République, des valeurs de la République, des valeurs de l'Occident, etc. Mais ça reste des incantations. À un moment donné, il faut se donner les moyens de ces paroles. Et là, on est toujours dans ce problème, souvent avec Emmanuel Macron. Et je rappelle qu'il y a quand même eu, il y a 3 ans, une fameuse loi séparatisme pour lutter contre le séparatisme et notamment islamiste, même si le terme n'était pas dans l'intitulé de la loi, et qu'aujourd'hui, on en revient au même problème. On a envie, juste un instant, on a envie de pragmatisme de tous les côtés, en fait. On a envie de pragmatisme du côté de LR et du côté de Macron pour s'entendre pour quelque chose, pour l'intérêt des Français. C'est ça ce que les gens ont envie, je pense. Alors, et je pense que les gens ne supportent pas le décalage perçu entre les paroles et les actes. Alors, quand même, après la mort de Samuel Paty, il y a des choses qui ont été mises en place, notamment les formations laïcité pour les enseignants. Dans l'enquête du CNAL dont je parlais, il y a 20 points de plus de professeurs qui en ont reçu par rapport à 2018 et ils sont plutôt satisfaits, ça les a aidés. Mais est-ce que c'est jugé suffisant par les Français? Sans doute pas, parce que n'oublions pas, on est sur une logique de der. Samuel Paty, ça devait être le dernier enseignant tué. Les attentats, c'est toujours le dernier et ça revient. Les problèmes ne sont pas résolus et c'est ça qui fait le jeu de l'alternative politique que représente aujourd'hui
même si 2027 c'est loin, le Rassemblement national et Marine Le Pen. Et puis du point de vue des enseignants, c'est vrai qu'il y a eu quand même, confrontés au réel, les enseignants ont eu tendance à se réfugier dans un pas de vague, et avec toutes ces minutes de silence où on a constaté un certain nombre d'incidents, et c'était encore le cas lundi, 167 incidents, avec notamment des signalements au procureur de la République, Serge Raffi. Oui, mais c'est toujours pareil, c'est que, rappelez-vous le débat autour du harcèlement scolaire, où en fait la solution qu'on a trouvée, c'est de créer des cours d'empathie. Des cours d'empathie. Donc pour le terrorisme, on va faire aussi des cours d'empathie? Non. C'est un peu court, jeune homme, comme dirait l'autre. Ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que cette société des bisounours, dans laquelle ces Français croient être, c'est terminé. C'est vraiment terminé. Et donc c'est une prise de conscience forte, violente, c'est le cas de le dire, que nous avons deux sociétés dans notre pays. Deux sociétés. Rappelez-vous ce qu'avait dit Gérard Collomb quand il a quitté le ministère de l'Intérieur. Deux sociétés face à face. Nous étions côte à côte. Attention, le danger, c'est que nous soyons face à face. Absolument. Et je crois que le président de la République, il est aujourd'hui quelque part dans ce scénario du face à face. Et donc les enjeux sont énormes. Et je reviens sur LR. Si LR ne joue pas le jeu de cette loi de l'immigration, ils prouveront non pas qu'ils peuvent gagner l'élection présidentielle de 2027, mais qu'ils ne sont pas des hommes d'État. On a quand même un problème, souvenez-vous, après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher en janvier 2015, on avait quand même eu une véritable union sacrée, tous les partis avaient fait taire leurs différences et avaient fait bloc. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas et on en est à des chicaillas, à des chicaneries politiciennes. Est-ce que vous ne pensez pas, Frédéric Dabi, que ça aussi c'est une catastrophe du point de vue de l'opinion et de la vision des Français? C'est clair que les chicaillas ou les chicaneries politiciennes sont très mal vues par les Français. Alors, on a parlé d'Emmanuel Macron, on a parlé de Gérald Darmanin, parlons quand même de Gabriel Attal, qui lui répond aux attentes des Français, sur la promesse du politique, l'acte d'autorité sur la Baïa. Le harcèlement, c'est sa première prise de parole sur cette question qui, on le sait tous et nos auditeurs le savent, traumatise, inquiète beaucoup les familles, quelle que soit leur confession. Et il a été très ferme sur les incidents lors de la minute de silence. Ce qui n'avait pas été fait avant Samuel Paty et avant les cérémonies post-13 novembre. Donc là, il y a un atout en termes d'autorité et un ministre. C'est le premier des ministres dans le baromètre, il va fiducial pour Match. Premier des ministres, Gabriel Attal. Eh bien, merci à tous les trois pour vos infos, explications lumineuses, vos éclairages. Nous savons tout de l'explosion de la NUPES, autrefois construite puis aujourd'hui détruite par Jean-Luc Mélenchon. Des débats qui font rage au niveau européen sur la position à adopter à propos de la guerre entre Israël et le Hamas et de la loi immigration, relancée ou non, on le verra, par les attentats terroristes d'Arras et de Bruxelles. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie des meilleurs décrypteurs de la politique. Et d'ici là, bien sûr, je compte sur vous et votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à très bientôt.